Présidé, Monsieur le Président de la Société internationale des Amis de Nikos Kazantzakis, chers collègues, amis, il m'est particulièrement agréable de vous voir réunis ce soir pour suivre une conférence et participer à un débat sur l'œuvre, la pensée, les liens de cet immense écrivain, penseur, poète, Nikos Kazantzakis, avec le monde arabe et la France. J'adresse des sincères remerciements à M. Georges Stassinakis pour avoir pris l'initiative de cette conférence. Pendant de longues années, il porte avec un engagement constant et enthousiaste et une rare érudition aux quatre coins du monde la voix, l'esprit et la vaste pensée de ce crétois que nous connaissons souvent mal. Ou pas assez. En fait, souvent, nous ne le connaissons que par le film Zorba le grec, par le Sirtaki, dansé par le grand Anthony Quinn, sur la plage. Créé spécialement pour ce film, et évidemment aussi par la belle musique de Mikis Theodorakis, qui l'accompagne. Malgré le fait que le film de Michel Koyanis apportait la musique grecque, le Sirtaki et une certaine vision de notre pays et des Grecs, partout dans le monde, moi, je vous conseille vivement de lire le livre Vios και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά, Vie et aventure d'Alex Zorba. Les liens de Kazantzakis avec le monde arabe. L'Orient a toujours exercé chez lui une grande fascination. Il en parle souvent de ses origines arabes et africaines, de la beauté des paysages et des monuments, de l'importance de la culture et des gens rencontrés. Pourquoi? Jusqu'au début de la Deuxième Guerre mondiale, il avait fait rechercher la solution à ses préoccupations existentielles et politiques avec une attitude agressive vis-à-vis de l'Europe. Après la guerre, son attitude sera plus nuancée. Il critiquera l'Europe sans pour autant considérer l'Orient dans son ensemble comme un modèle. Quand je parle d'Orient, c'est l'Afrique et l'Asie. Hein. C'est ça. Et l'Union soviétique aussi, qu'inclut Kazantzakis. Enfin, vers la fin de sa vie, l'Orient sera pour lui surtout la culture, la nature, les paysages. Il recherchera alors la synthèse entre plusieurs mondes, entre l'Orient et l'Occident, comme je l'ai signalé. Je développerai donc sur ce point les aspects suivants: les ancêtres, les voyages, les écrits, la nature et les peuples, la culture et l'avenir du monde arabe. Les ancêtres. Kazantzakis prétendait avoir des origines arabes et africaines. Et voici comment il décrit ses origines dans son livre Rapport au Greco. J'ai oublié, Madame l'ambassadeur, de signaler qu'il a commencé l'écriture du rapport au Greco, Academario, dans le Ticino. Hein, dans votre trace, il dit « Je commence à écrire ces livres ». Donc il y a beaucoup de liens. Si vous questionnez, je parlerai avec la Suisse aussi. Voilà ce qu'il écrit. La famille de mon père descend d'un village à 2 heures de Megalo Castro, qui s'appelle les Barbares. Attention à la définition. Barbare, ça ne veut pas dire les barbares, ça veut dire les étrangers, les autres, qui n'est pas de malentendu. Hein. C'est ça que ça veut dire. Quand l'empereur de Byzance, Niképhoros Phokas, eut repris au Xe siècle la Crète aux Arabes, il marqua dans quelques villages tous les Arabes qui avaient échappé au massacre. C'est dans un de ces villages qu'ont pris racine mes ancêtres paternels. Et ils ont tous les traits de caractère arabe. C'est Kazantzakis qui dit, hein. Fier, têtu, parlant peu, écrivant peu, tout d'une pièce. Ils accumulent en eux pendant des années la colère ou l'amour, en silence, et brusquement, le démon s'empare d'eux et ils s'éclatent déchaînés. Le bien suprême n'est pas pour eux la vie et la passion. Ils ne sont pas bons, ni accommodants. Leur présence est pesante. Ils demandent beaucoup, non pas aux autres, mais à eux-mêmes. En voyage au mont Sinaï, il écrit « Je me plais à penser que mon sang n'est pas purement grec, que je descends un peu de bédouin,
quelques vieils ancêtres, suivant les croissants et les drapeaux verts du prophète, s'embarquaient-ils dans les galères arabes parties d'Espagne à la conquête de l'île où coule le miel et le lait, la Crète. En 1935, en route pour le Japon, il écrit à Hélène Samio, sa compagne, qui deviendra à 1945 son épouse, entre guillemets, légitime. Nous sommes encore dans la mer Rouge. Nous avons passé la Mecque, qui se trouve à notre gauche, à droite l'Abyssinie. Des montagnes merveilleuses, rosâtres, inaccessibles, telles que je les aime. Je sens que mes ancêtres sont nés ici, des hommes du désert. Et quand je vois le sable commensurable, mon cœur très ancien bat, comme s'il voyait sa très ancienne patrie. Cette conviction d'ancêtres arabes et africains est une volonté de se rattacher sentimentalement et culturellement à l'Orient. Les voyages. Il a visité le Liban, la Palestine, l'Égypte et le Nord-Soudan. Il visite les monuments, il raconte des intellectuels, surtout au Caire, et des gens simples. Le manque de temps et des moyens financiers l'ont empêché de se rendre au Maroc pour tourner son film sur le prophète Muhammad, et l'Irak, en particulier la Bagdad, ma patrie, écrivait-il, ma patrie Bagdad, quand on pense ce qui s'y passe depuis. Troisième point, les écrits. On trouve dans sa nombreuse correspondance et dans ses autres écrits un grand nombre de références au monde arabe. Poésie. L'Odyssée, je disais tout à l'heure, quelques parties de ces poèmes sont inspirées de pays arabo-musulmans. Un autre poème, qui s'appelle Terzines les Canti, 21 chants dédiés aux âmes qui ont nourri mon âme, est dédié au prophète. Roman, Tod arabe à Moscou a crié, dans lequel il raconte, je vous disais, son voyage à l'URSS, le héros révolutionnaire africain auquel Kazantzakis s'identifie. Scénario, je vous ai parlé du scénario cinématographique sur le prophète. Récit de voyage. Il a écrit de nombreux articles et reportages dans des journaux, ainsi qu'un recueil en grec intitulé « En voyageant, Italie, Égypte, Sinaï, Jérusalem, Morée » et en français « Du monde de Sinaï à l'île de Vénus ». La nature et les peuples, les parfums, les fruits, l'eau, le sel, le feu, la lumière, le désert. Voilà quelques références fréquentes à l'œuvre de Kazantzakis. Quelques citations. Et quand un jour, je suis rentré dans le désert d'Arabie, monté sur un chameau, et que je rencontrais l'étendue infinie, désespérante de sable jaune, rose, bleu vers le soir, qui ondulait devant moi, sans porter la moindre trace humaine, une ivresse étrange s'est emparée de moi, et mon cœur a poussé un cri, comme l'épervier qui revient après des années, de milliers d'années, insomnie. Je suis heureux de me jouir de la vision que j'ai désirée pendant tant d'années, l'Arabie. D'un côté la mer Rouge, de l'autre le golfe arabique, au milieu des montagnes sévères, au loin, tout blanc et fumant le désert. À la vue des dattiers, mon cœur bondit de joie, comme s'il rentrait dans sa patrie, dans le village de Bédouins, aride, tout couvert de poussière, dont l'unique et précieux joyau était dattier. Dans une lettre de Zurich, il écrit à son épouse « Mon âme, comme celle du musulman quand il prie, quand il fait son namazi, est tournée vers l'Orient. Ah, dans les brouillards épais, dans l'humidité et les neiges, que surgissent la montagne bleue, la mer, un lambeau rouge sur un dattier, le sable chaud, l'arc mauresque, le fella, la cruche sur la tête, pieds nus. Mon âme brûle comme Damas à midi, et une danse noire danse mes 10 doigts et m'entraîne, tandis qu'assis tranquillement dans leur théâtre, ils critiquent un peu Zurich là, hein, dans leur théâtre, je regarde leurs petites idées anémiques. Ah, l'odeur du port oriental, aux oranges et aux pastèques pourries, aux caïques bercés à droite et à gauche, aux pieds nus et courbeux. Je me suis trouvé, moi, le descendant des Arabes, sur l'île africaine de Crète. Plaise à Dieu, que notre voyage en Orient se réalise à présent et que notre sang vit encore
et règne, les Bédouins. C'est avec émotion que je regarde les enfants du désert aux coutumes millénaires, à l'âme simple. De quoi vivent-ils, les Bédouins? De quelque date? Une poignée de maïs, une tasse de café leur suffisent. Leur corps est rongé, sans force. Leurs jambes sont maigres et nerveuses, comme celles des chèvres. Leurs yeux, leurs oreilles sont les plus aigus. Ils sont les hommes les plus pauvres et en même temps les plus hospitaliers du monde. Ils ont faim, mais ils préfèrent ne pas manger pour avoir toujours dans leur tente quelque chose à offrir à l'étranger. Ils ont faim, mais jamais ils ne mendient. Les fellahs. Dans ses carnets de voyage, il décrit longuement la vie quotidienne des fellahs, la misère dans laquelle ils vivent. Je suis parti, les cœurs serrés. Le destin du fellah, de ces malheureux, de notre frère, qui travaille comme un chien, qui crève de faim, emplit mon cœur d'indignation et d'amertume. La culture. Dans un grand nombre de ses écrits, romans, correspondances, notes, il cite un nombre impressionnant. Moi, j'en ai trouvé 300. Par exemple, il cite souvent Misra Abdul Bider et Averroès. 1, 2, 3 corsaires, écrit-il. Un mort immortel, une grande sirène. Il m'a envoûté. Il avait une adoration pour Averroès. Je ne dirais pas en arabe, hein. Le nom d'Averroès est étonnant, n'est-ce pas? Ibn Rushd. C'est long. Alors, on s'est habitué en français de parler d'Averroès. En exarque à son roman, Les frères ennemis, il cite cette phrase du mystique musulman du XIe siècle, Sidna Ali. Dieu parle. Qui me cherche, il me trouve. Qui me trouve, il me connaît. Qui me connaît, il m'aime. Qui m'aime, je l'aime. Qui j'aime, je le détruis. En visitant la mosquée d'Omar à Jérusalem, il écrit: je me suis approché de lui. Les caractères arabes qui tissaient comme des fleurs devenaient les versets du Coran s'enroulaient comme des plantes crépantes autour des colonnes et atteignaient en fleurissant la voûte. C'est ainsi qu'ils embrassaient et emprisonnaient Dieu dans la clématite fleurie de la terre. Infidèle, assis sur une natte, le visage tourné vers la Mecque, prie. Il repose son front sur la terre avec confiance, comme un bébé dans les bras de sa mère. Lentement, il se relève et regarde en haut vers la partie couleur verte dorée de la voûte. Ses yeux extatiques cherchent le verset fumant du Mohammed, comme s'il chassait en rêve le cerf mystique. Et quelle joie ressent-il lorsqu'il se rend compte que ces lignes fines qui s'entrelacent ne sont pas un vingé d'élimination, mais un commandement haut et sévère du prophète. Hélène Kazantzakis, sa compagne, écrit: combien de fois, par le passé, Kazantzakis ne soit-il pas décrit son émerveillement de passer du rêve à réalité, de tenir dans la main, comme il disait, telle une grenade entrouverte, la Palestine, l'Égypte, le Sinaï, Jérusalem, Erivan, Moscou, Bukhara, le Caire. Dernier point, l'avenir du monde arabe. Nikos Kazantzakis voyait cet avenir de manière optimiste. Dans son récit du voyage à l'Égypte, il fait l'analyse suivante. Il part de plusieurs constatations. Premièrement, pour les avoir de leur côté, les Européens ont appris au peuple qu'ils avaient des droits et que s'ils les aidaient, ils auraient la liberté. Ils leur ont appris ainsi à utiliser les armes les plus modernes capables de tuer. Fréquentant les Européens, ils ont pu ainsi connaître leurs habitudes, leurs faiblesses. Ils ont commencé à ne plus avoir peur d'eux. Retournant dans leur pays instruits, ils ont commencé à revendiquer. À ces constatations, il ajoute deux faits suivants. Premièrement, tout événement, d'où qu'il parvienne sur Terre, ont des conséquences partout dans le monde, y compris dans le monde arabe. Deuxièmement,
La Russie révolutionnaire influence les bouillonnements dans les pays musulmans. Partant de ces données, voilà comment Kazantzakis voit l'avenir. Les peuples commencent à exploiter leurs richesses, à ouvrir des commerces, à construire des usines, à ouvrir des banques. Une nouvelle bourgeoisie se crée, elle devient méfiante, voire hostile vis-à-vis des Occidentaux. Et Kazantzakis conclut: l'avenir appartient aux peuples qui ont à la fois ces deux capitaux, de moyens techniques modernes, une foi, je ne veux pas dire une religion, mais en général un sentiment essentiel et profond. L'Europe a les premiers, les moyens techniques. L'Orient a la seconde, la foi. L'Orient, après la guerre, a commencé à s'initier à la technique et à s'organiser. L'Europe se désagrège et perd de plus en plus sa foi. La nouvelle guerre mondiale qui se prépare va sans doute achever de la désagréger. Et alors, le destin du monde se déplacera d'Occident en Orient. Je vous remercie.